Le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a tenu une session plénière ce vendredi matin 8 décembre 2023. Un sujet a retenu l'attention des élus et s'est traduit par un vœu portant sur le dispositif du zéro artificialisation nette adopté par la loi Climat et Résilience, votée en août 2021, qui impose de réduire de moitié le rythme d'artificialisation des sols en 10 ans, pour sauver le climat avec un objectif radical de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Michel Pellieu, le président de l'Assemblée départementale, n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de ce dispositif qui, s'il réussit à fédérer les mouvements écologistes et les défenseurs d'une agriculture intensive, devrait suffire selon lui à éveiller tous les soupçons. On écoute Michel Pellieu. L'ordre du jour des délibérations est relativement modeste. Il y a en revanche un vœu qui doit retenir toute notre attention et sur lequel je vais concentrer mon propos introductif avec une certaine rancœur. Ce vœu porte sur le dispositif zéro artificialisation nette adopté par la loi Climat et Résilience votée en août 2021 qui impose de réduire de moitié le rythme d'artificialisation des sols en 10 ans pour sauver le climat, nous dit-on, avec un objectif radical de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Le dispositif réussit à fédérer les mouvements écologistes et les défenseurs d'une agriculture intensive, ce qui devrait suffire à éveiller tous les soupçons. L'explication est simple. Derrière le vilain mot d'artificialisation se cache le mot de construction. Mais faut-il rappeler que les constructions qui semblent aujourd'hui moralement condamnables ne font pas disparaître les espaces dans un néant. Elles les transforment en hôpitaux, un campus universitaire, en voies de circulation, etc., pour répondre aux besoins des populations. L'utilisation du foncier sert à aménager la France, c'est-à-dire à construire des bâtiments ou des équipements publics, à aménager des quartiers d'habitation ou des zones d'activité économique, à installer des voies pour le transport. Par ailleurs, ces constructions ne représentent qu'une proportion minime du territoire de la France, condition de se donner la peine de regarder un peu plus loin que depuis la fenêtre d'un bureau parisien. Plus de la moitié des sols français sont occupés par des activités agricoles, plus du tiers par des forêts et des espaces naturels. On se retrouve donc avec 9% du territoire urbanisé. Mais comme une bonne moitié est perméable, seulement 4% des sols sont imperméables et donc artificialisés au sens de la loi de 2021. On a donc un dispositif de lutte pour le climat qui se concentre sur 4% du territoire français. En outre, si on se compare à nos voisins européens, on fait rapidement les constats suivants. Premièrement, nous sommes plutôt faiblement artificialisés. 2. Nous avons depuis une décennie un comportement exemplaire en matière de sobriété foncière. 3. Nous sommes détenteurs d'une surface foncière non artificialisée par habitant extrêmement forte, parmi les plus fortes d'Europe. En bref, la France n'est pas menacée par une artificialisation massive. Elle est même parmi les pays les moins concernés par les problèmes d'artificialisation des sols. Mais elle a décidé d'appliquer la politique de sobriété foncière la plus ailée d'Europe, une politique mortifère pour les territoires ruraux. C'est ce même zèle qui avait inspiré en son temps notre politique énergétique avec les conséquences que l'on connaît. Pour satisfaire une bonne conscience écologiste, la centrale nucléaire de Fessenheim a été mise à l'arrêt en 2020. L'entretien des espaces des centrales nucléaires a été négligé puisque notre centrale devrait fermer. Résultat, l'énergie, auparavant peu coûteuse, est devenue très chère, au point qu'il faut maintenant inventer des dispositifs de bouclier et autres chèques qui plombent les finances publiques sans réellement résoudre les problèmes ni pour les ménages ni pour les entreprises. Mais l'enfer est pavé de toutes les bonnes intentions écologistes. Ces critiques sur le dispositif du ZAN ne remettent pas en cause pour autant la nécessité de veiller à une meilleure optimisation du foncier. Il y a eu des excès, du gâchis, qui ont conduit à rendre des territoires inesthétiques, pour ne pas dire moches, et ça, c'est un fait.
Mais pour que cette optimisation du foncier se fasse au bénéfice du bien commun des populations, il faut qu'il soit défini au plus près des territoires en faisant preuve d'intelligence des situations, l'exact opposé de ce qui nous est proposé avec un dispositif créé par une loi technocratique prise d'en haut qui s'applique uniformément sur tout le territoire, ce qu'on appelle la différenciation. Ce dispositif est très révélateur des deux tendances lourdes à l'œuvre depuis de nombreuses années dans le gouvernement de la France. Premièrement, le retour du centralisme jacobin. Avec le ZAN, les administrations centrales ont trouvé le moyen peu coûteux de reprendre le contrôle sur l'urbanisme des communes au mépris de la décentralisation. Deuxièmement, une logique purement comptable que j'ai eu l'occasion de dénoncer ici à plusieurs reprises et qui permet de s'affranchir de l'effort de réflexion pour appliquer de façon simplement, mais de façon rigide, des quotas, des barèmes et autres indicateurs. À défaut de penser, on compte. À défaut de pouvoir mobiliser de la matière grise, on utilise des tableaux Excel. À l'heure où on s'affole des résultats des élèves français dans le classement PISA, l'acronyme voulant dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves, j'ai peur qu'il n'y ait pas que le niveau des collégiens qui dégringole. La rigidité comptable du ZAN sera le fossoyeur de nos territoires ruraux. Les petites communes artificialisaient peu le territoire. Et le fait de leur interdire l'artificialisation des sols, c'est entériner définitivement leur déclin. Ceux qui n'ont pas connu le développement jusque-là perdent définitivement tout espoir d'en connaître. Et ceux qui connaissent un potentiel de développement du fait de leurs aménagements réalisés doivent désormais y renoncer. Interdire brutalement et aveuglément l'artificialisation, c'est compromettre également les perspectives de relance économique, en particulier de réindustrialisation. Au moment où elle devient justement indispensable pour écarter la trop grande dépendance de la France sur les produits essentiels. La réindustrialisation ne pourra pas se faire sans implantation sur des surfaces disponibles dans les territoires ruraux. De la même manière que le ZAN sera plus dévastateur avec des territoires déjà fragiles, le dispositif sera également plus dur pour les populations les moins fortunées. En privant les communes rurales de la possibilité de produire des habitations, le ZAN rendra plus difficile l'accession à la propriété de nos classes moyennes, modestes et de nos classes populaires. D'autant plus que les populations plus aisées sont en train de retrouver le goût de la maison à la campagne. L'offre va se concentrer au moment où la demande augmente. Comme avec la taxe sur les carburants, ce sont encore les classes moyennes et populaires des territoires ruraux qui seront les plus durement touchées. Avec le ZAN, le gouvernement prend le risque d'accentuer les tensions révélées par les gilets jaunes après avoir distribué des milliards pour tenter de contenir la grogne. Finalement, le ZAN est un dispositif inefficace sur le plan écologique car il ne concerne que 4% du territoire, néfaste sur le plan économique et social. Et il loupe par ailleurs une occasion intéressante de travailler utilement sur l'optimisation du foncier. Une fois de plus, comme avec la politique énergétique que j'ai évoquée un peu plus haut, on vient de sauter d'un avion sans parachute, mais il faut attendre de s'écraser au sol pour en faire le constat. Pour conclure sur ce sujet, je voudrais dire que ce dispositif invite, selon moi, à repenser globalement la solidarité territoriale entre territoires, et particulièrement entre les territoires ruraux et les métropoles. Avec ce dispositif du ZAN, les métropoles très consommatrices de foncier seront privilégiées par rapport aux territoires ruraux faiblement consommateurs. Or, les territoires ruraux comme les nôtres sont des espaces de production d'une énergie renouvelable. Je rappelle que nos centrales hydroélectriques produisent de l'énergie verte pour 1 million d'habitants des Hautes-Pyrénées, soit l'équivalent des populations des villes de Toulouse, Bordeaux et Montpellier à titre indicatif. Je vous laisse imaginer s'il fallait faire des centrales hydroélectriques aujourd'hui, comme nos aïeux ont pu les faire il y a plus d'un siècle, à quel problème on serait confronté, c'est-à-dire qu'on n'en ferait plus aucune. Et s'il n'y avait pas eu les centrales hydroélectriques que constituent les socles fiscaux dans les vallées,
il n'y aurait pas eu les stations de sport d'hiver. Et s'il n'y avait pas l'économie du tourisme et des sports d'hiver, je vous laisse imaginer ce que serait aussi le département. Alors, nous sommes également des espaces de production d'une agriculture respectueuse. Nous devrions non seulement en tirer des revenus directs, ce qui est imparfaitement le cas avec l'hydroélectricité, je pourrais être plus long sur le sujet, mais nous devrions également en tirer de nouvelles capacités d'énergie. Au lieu de cela, nous sommes plus durement pénalisés que les métropoles. Ces dernières accumulent déjà les richesses économiques. Aujourd'hui, elles dévorent en plus nos ressources naturelles. Bon, sans transition, mais de manière plus rapide, je voudrais annoncer deux sujets. Le premier fera l'objet d'une délibération. Il s'agit du plan vélo départemental 2024-2034. Ce plan concerne davantage les usages du quotidien que les pratiques touristiques. C'est pourquoi il comporte essentiellement des actions d'aménagement et d'information. Pour être complété plus tard par le volet touristique et notamment les actions de communication, commercialisation et événementielle pour donner une vision plus exhaustive de notre politique départementale en faveur du vélo. Le second sujet concerne le nouveau centre de santé et de soins non programmés, dont j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture qui aura lieu ce lundi 11 décembre sur le site de la clinique de Lormont. Porté par la Mutualité française des Hautes-Pyrénées et soutenu par l'ARS Occitanie et la CPAM. La création de ce centre ne relevait pas de nos compétences, je me permets d'insister là-dessus, mais compte tenu de l'enjeu et des attentes des Hauts-Pyrénéens sur ce sujet, j'ai proposé, et vous l'avez accepté, que le conseil départemental apporte son soutien qui a été déterminant. Rappelez que j'ai échangé d'abord avec Jean-Pierre Davant, ancien patron de la mutualité française, qui, avec le concours de la mutualité française Paris, m'a réorienté sur Myriam Puyot, directrice de la mutualité française ici du département. Donc c'est après de nombreux échanges avec eux et avec l'ARS que nous en sommes là aujourd'hui et je m'en réjouis. Parce que dès son ouverture, ce centre mobilisera une dizaine de professionnels de santé et soulagera les services des urgences en accueillant notamment des patients n'ayant pas de médecin traitant.